Fatou, une adolescente de 14 ans, vivait dans un petit village reculé du Cameroun, dans une maison en terre battue qui menaçait de s'écrouler à chaque pluie. Avec sa mère gravement malade, elle survivait à peine grâce à la vente d'arachides au marché local. Les journées de Fatou étaient rythmées par la fatigue, la faim et l'inquiétude constante pour la santé de sa mère. Leur vie était un combat quotidien contre la pauvreté, sans espoir apparent de changement. Un matin, le village poussiéreux fut réveillé par un bruit inhabituel, des moteurs de voitures puissantes. Les habitants, curieux, sortent de leur maison en terre. 3 grosses voitures noires, brillantes comme des miroirs, s'arrêtèrent au centre du village. Monsieur Sanogo, un milliardaire de Douala, en descendant, vêtu d'un costume blanc impeccable. Ses lunettes noires cachaient ses yeux, et ses gardes du corps, grands et silencieux, impressionnaient tout le monde. Les villageois chuchotaient, qui était cet homme riche? Pourquoi est-il venu dans leur coin perdu? Sanogo exigea de parler aux anciens du village. Dans une petite salle sombre, il s'assit sur une chaise en bois, face à eux. Sa voix était calme, mais ferme. Il expliqua qu'il avait entendu parler de Fatou et de sa mère, une femme malade qui vivait dans la misère. Il connaît leur histoire, une maison qui tombait en ruine, pas d'argent pour les médicaments, et une adolescente qui travaillait dur pour survivre. Sanogo fit alors une proposition qui choqua tout le monde, il voulait épouser Fatou, une fille de seulement 14 ans. En échange, il promettait des choses incroyables. Il paierait tous les soins médicaux pour la mère de Fatou, dans les meilleurs hôpitaux de Douala. Il construirait une nouvelle maison pour elle, avec des murs solides et un toit qui ne fuit pas. Il offre même de l'argent pour que le village ait un puits d'eau propre. Les anciens étaient stupéfaits. Certains voyaient une chance unique, d'autres trouvaient ça immoral. Épouser une si jeune fille? Était-ce vraiment une solution? Sanogo expliqua qu'il était vieux, qu'il n'avait pas d'enfant, et qu'il voyait en Fatou une âme spéciale. Il parlait avec sérieux, mais sans sourire. Les villageois étaient partagés. Certains disaient que c'était une bénédiction, une façon de sortir Fatou de la pauvreté. D'autres murmuraient que c'était une honte, que Fatou serait vendue comme un objet. Les ragots commencèrent à circuler, et les regards sur Fatou changèrent. Des femmes du village, jalouses ou en colère, la fixaient avec mépris. Fatou, elle, n'avait pas son mot à dire. Elle écouta, cachée derrière un mur, le cœur battant. Elle avait peur. Elle ne connaît pas cet homme. Pourquoi voulait-il l'épouser? Était-ce un piège? Elle pense à sa mère, si faible, qui toussait sans arrêt. Elle savait que sans soin, sa mère mourrait. Mais l'idée de quitter son village, sa maison, ses amis, la terrifiait. Elle se sentait comme un animal pris dans un filet, sans échappatoire. Les anciens finiront par accepter l'offre de Sanogo. Ils pensaient au bien du village, à l'eau, à la maison neuve. Mais pour Fatou, c'était comme si le sol s'ouvrait sous ses pieds. Elle courut chez elle, en larmes, et serra sa mère dans ses bras. Sa mère pleurait aussi, mais elle murmura, « C'est pour ton avenir, ma fille. » Fatou ne comprenait pas. Comment un mariage avec un vieil inconnu pouvait-il être un avenir? Elle se sentait trahie, abandonnée, et pourtant, elle n'avait pas le choix. La mère de Fatou, Aïssa, était allongée sur un lit de paille, le visage pâle, les yeux fatigués. Sa maladie empirait chaque jour, et les remèdes du guérisseur du village ne faisaient plus effet. Les médecins avaient dit qu'elle avait besoin d'un hôpital, de tests coûteux, de médicaments qu'elle ne pouvait pas payer. La proposition de Sanogo, bien que choquante, semblait être la seule solution. Aïssa savait que sans cet argent, elle mourrait, laissant Fatou seule dans un monde cruel. Fatou, elle, ne voyait pas les choses ainsi. Assise à côté de sa mère, elle pleurait en silence. « Maman, pourquoi moi? Pourquoi lui? » demandait-elle, la voix tremblante. Aïssa caressait les cheveux de sa fille, mais elle n'avait pas de bonne réponse. Elle explique que Sanogo était riche, puissant, et qu'il pouvait leur offrir une meilleure vie. Elle parlait de la maison neuve, des soins, de l'avenir de Fatou.
Mais chaque mot sonnait comme une excuse, et Fatou le sentait. Dans le village, les discussions allaient bon train. Les anciens avaient donné leur accord, mais les habitants étaient divisés. Certains disaient que c'était une chance pour Fatou, qu'elle vivrait dans le luxe à Douala. D'autres, surtout les femmes, étaient dures. Elle se vend pour de l'argent, disait-elle en riant. Une gamine qui joue à la princesse. Fatou entendait ces mots lorsqu'elle passait au marché. Des amis d'enfance détournaient le regard, gênés ou jalouses. Fatou se sentait humiliée. Elle n'avait rien demandé, et pourtant, tout le monde la jugeait. Elle marchait la tête baissée, entraînant les salutations. Une vieille voisine, Mama Yara, fut la seule à lui parler avec douceur. Ne les écoute pas, ma petite. Ils parlent parce qu'ils ont faim, eux aussi. Mais ces mots ne suffisaient pas à apaiser la douleur de Fatou. Elle se sentait comme une marchandise, échangée contre des promesses. Aïssa, malgré ses propres larmes, insiste pour que Fatou accepte. Je ne veux pas te perdre, mais je ne veux pas que tu vives comme moi, dans la misère. Fatou voyait la souffrance dans les yeux de sa mère, et cela la brisait. Elle aimait sa mère plus que tout. Elle savait que refuser, c'était condamner Aïssa à une mort certaine. Mais accepter, c'était renoncer à sa liberté, à son enfance. Elle se sentait coincée, sans issue. Les préparatifs commencent rapidement. Sanogo envoya de l'argent pour acheter une robe et organiser une petite cérémonie. Fatou n'avait pas le cœur à participer. Elle regardait les adultes s'agiter autour d'elle, comme si elle n'existait pas. Elle pense à s'enfuir, mais où irait-elle? Elle n'avait ni argent ni famille ailleurs. Le village, malgré sa cruauté, était tout ce qu'elle connaissait. Le soir, seule dans la maison, Fatou s'assit près de sa mère endormie. Elle murmura, « Je vais le faire, maman. Verse-toi. » Mais au fond d'elle, une colère aigre-douce grandiose. Elle en voulait au monde, à Sanogo, à la pauvreté qui avait les piégés. Elle se demandait si elle serait un jour libre, ou si elle serait toujours une marionnette dans les mains des autres. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Elle fixe le plafond, imaginant Douala, cette ville inconnue, et cet homme qu'elle devrait appeler mari. Le jour du mariage arrive, rapide et discret. Sanogo avait insisté pour une cérémonie simple, loin des regards curieux. Pas de tambour, pas de danse, pas de rire d'enfants, comme dans les mariages habituels du village. Tout se passe dans une petite salle près de la mosquée, avec seulement quelques anciens et la mère de Fatou. Fatou, 14 ans, se tenait droite, mais son cœur battait à tout rompre. Elle portait une robe blanche, trop grande pour elle, qu'une couturière avait envoyée de Douala. La robe glissait sur ses épaules, comme si elle ne lui appartenait pas. Les anciens récitèrent des prières, leur voix grave résonnant dans la pièce. Fatou baissait les yeux, incapable de regarder Sanogo, qui se tenait à côté d'elle, silencieuse. Il était vieux, avec des cheveux gris et des rides profondes. Ses mains, couvertes de bagues en or, semblaient lourdes. Fatou se demandait ce qu'il pensait. Était-il fier? Indifférent? Elle n'osait pas lever les yeux pour le savoir. Sa mère, assise dans un coin, toussait faiblement, le visage marqué par la honte et la maladie. Les villageois n'étaient pas tous invités, mais certains s'étaient rassemblés dehors, curieux. Fatou entendait leurs murmures à travers les murs fins. Elle a de la chance, disaient certains. C'est une honte, répondaient d'autres. Une femme crie même, vendue pour des billets. Ces mots transpercèrent Fatou comme des flèches. Elle voulait crier, leur dire qu'elle n'avait pas choisi ça, qu'elle le faisait pour sa mère. Mais elle reste muette, serrant les poings. La cérémonie fut rapide. Un imam prononça les vœux, et Sanogo répondit d'une voix calme. Fatou, elle, murmura à peine, la gorge nouée. On lui demande un dessinateur un papier. Ses mains tremblaient tellement qu'elle fit une tache d'encre. Personne ne sourit, personne n'applaudit. C'était un mariage sans âme, un contrat froid. Fatou se sentait comme une ombre, invisible, manipulée par des forces plus grandes qu'elle. Après la cérémonie,
Sanogo l'emmena directement à sa voiture. Fatou eut à peine le temps de dire au revoir à sa mère. Aïssa la serra dans ses bras, pleurant. « Sois forte, ma fille. Tout ira bien. » Mais Fatou ne croyait pas ces mots. Elle monta dans la voiture, le cœur lourd, regardant son village disparaître par la fenêtre. Les cases en terre, les enfants qui jouaient, les arbres tordus, tout cela s'éloignait, comme un rêve qui s'efface. Le trajet jusqu'à Douala fut long et silencieux. Sanogo ne parlait pas beaucoup. Il regardait son téléphone ou la route, laissant Fatou seule avec ses pensées. Elle se demandait à quoi ressemblerait à sa nouvelle vie. Serait-elle une prisonnière dans une cage dorée? Que voulait vraiment cet homme? Elle avait entendu des histoires terribles sur les richesses qui profitaient des pauvres. Son ventre se nouait à chaque kilomètre. Quand ils arrivèrent à Douala, la ville l'éblouit. Des immeubles immenses, des lumières partout, des gens pressés. La maison de Sanogo était comme un palais, des murs blancs, des fontaines, des meubles brillants. Les domestiques, habillés en uniforme, la regardaient sans rien dire. Fatou se sentait petite, perdue. On l'installa dans une chambre immense, avec un lit trop grand pour elle. Seule, elle s'assit sur le bord du lit, serrant la robe blanche qu'elle détestait. Elle murmura, « Qu'est-ce qui m'attend maintenant ?» La première nuit dans la maison de Sanogo, Fatou ne dormit pas. Elle était seule dans une chambre immense, avec des murs décorés de peintures dorées et un lit couvert de draps en soie. Tout était trop beau, trop grand, trop étrange. Elle s'attendait au pire. Dans son village, on racontait des histoires sur les hommes riches qui achetaient des jeunes filles pour en faire ce qu'ils voulaient. Fatou, tremblante, serrait son oreiller, écoutant chaque bruit dans la maison. Le moindre craquement la faisait sursauter. Vers minuit, elle entendit des pas lourds approcher. Son cœur s'arrête. La porte s'ouvre lentement, et Sanogo entre, vêtu d'un peignoir sombre. Il avait l'air fatigué, mais pas menaçant. Il s'assit sur une chaise longe du lit, ce qui surprit Fatou. Elle s'attendait à ce qu'il s'approche, mais il gardait ses distances. Sa voix douce et grave brisa le silence. « Fatou, je sais que tu as peur. Mais écoute-moi. Tu n'es pas ici pour être ma femme. Tu es ici pour être sauvée. » Fatou cligna des yeux, confondre. Elle ne comprenait pas. Sanogo continue, les yeux fixés sur une photo posée sur une table. « Ma femme est morte il y a 10 ans. Elle te répondit beaucoup. Pas seulement ton visage, mais ton courage, ta façon de tenir tête à la vie. Je n'ai jamais eu d'enfant. Quand je t'ai vu au marché, j'ai su que je devais t'aider. Je veux t'adopter, pas t'épouser. » Ces mots bouleversèrent Fatou. Était-ce un piège? Elle n'osait pas y croire. Sanogo a expliqué qu'il avait utilisé l'idée du mariage pour convaincre le village, car personne n'aurait accepté qu'il accepte une jeune fille sans explication. Il promet de ne jamais la toucher, de lui offrir une éducation, une maison, une vie digne. « Tu mérites mieux que la misère, dit-il. » Il parlait avec une sincérité qui toucha Fatou, même si elle restait méfiante. Il lui montra un contrat, signé devant un notaire, qui faisait d'elle sa fille adoptive. Il explique qu'elle irait dans une grande école à Douala, qu'elle aurait des vêtements, des livres, un avenir. Il lui tendit une clé, celle de sa chambre, qu'elle pourrait fermer à tout moment. « Tu es libre ici, dit-il. » Fatou serra la clé, les larmes aux yeux. Pour la première fois, elle sentit un peu d'espoir. Sanogo lui raconte son passé. Il avait grandi pauvre, comme elle, avant de faire fortune dans les affaires. Il savait ce que c'était de souffrir, d'être jugé. « Je ne veux pas que tu vives ça, murmura-t-il. Il promet aussi que sa mère recevra les meilleurs soins. Déjà, une ambulance devait arriver au village pour l'emmener à l'hôpital. Fatou, ému, murmura un « merci », à peine audible. Avant de partir, Sanogo lui exigea de ne pas parler de l'adoption tout de suite. Les gens ne comprendraient pas, laisse-les croire au mariage pour l'instant. Fatou hocha la tête, encore sous le choc. Quand il ferme la porte,
Elle s'effondra sur le lit, pleurant de soulagement. Elle n'était pas une épouse, mais une fille avec une chance de changer sa vie. Pourtant, une petite voix lui murmurait « Et si c'était trop beau pour être vrai ?» Elle s'endormit, épuisée, la clé serrée dans sa main. Fatou se réveilla dans sa nouvelle chambre, ébloui par la lumière qui passait à travers les rideaux en soie. Tout était différent de son village, pas de murs en terre, pas d'odeur de bois brûlé, pas de bruit de poules. À la place, elle voyait des meubles brillants, un tapis doux sous ses pieds, et une armoire pleine de vêtements neufs. Une domestique frappa doucement à la porte pour lui apporter un petit déjeuner, du pain frais, du jus d'orange, des œufs. Fatou n'avait jamais vu autant de nourriture à la fois. Sanogo tint ses promesses. Il l'inscrivit dans une école prestigieuse de Douala, réservée aux enfants de riches. Il lui donne un ordinateur portable, des cahiers neufs et une pile de livres scolaires. Il lui montra sa chambre, décorée avec des couleurs claires et un grand bureau. « C'est chez toi maintenant », dit-il avec un sourire rare. Il engagea aussi une tutrice pour l'aider à rattraper son retard scolaire, car Fatou n'avait fréquenté que l'école primaire du village. Les premiers jours, Fatou était émerveillée. Elle découvrait Douala, ses rues bruyantes, ses marchés colorés, ses immeubles qui touchaient le ciel. Mais elle se sentait aussi perdue. Tout allait trop vite. Les domestiques la regardaient avec curiosité, et elle n'osait pas leur parler. Elle se demandait si elle méritait cette vie. Elle pensait à sa mère, restée à l'hôpital. Sanogo lui assurait qu'Aïssa allait mieux, mais Fatou voulait la voir pour en être sûre. L'école s'approchait, et Fatou devenait nerveuse. Elle n'avait jamais été dans une grande école avec des uniformes et des professeurs stricts. Sanogo lui achète un uniforme bleu marine, des chaussures neuves et un sac à dos. Il l'encouragea. « Tu es intelligente, Fatou. Montre-leur de quoi tu es capable. » Mais Fatou doutait. Elle parlait avec un accent de village, et ses connaissances étaient limitées. Elle avait peur de ne pas être à la hauteur. Le premier jour d'école, elle entre dans la cour, intimidée. Les autres élèves, habillés parfaitement, riaient et parlaient fort. Ils avaient des téléphones dernier cri, des bijoux, une assurance que Fatou n'avait pas. Elle baissa les yeux, serrant son sac. Une femme, la directrice, l'accueillit froidement. « Tu es la protégée de Sanogo, c'est ça ?» Fatou hocha la tête, mal à l'aise. Elle sentait déjà les regards des autres, comme si elle était une intruse. Sanogo lui rend visite souvent. Il lui demandait comment elle allait, lui racontait des histoires sur sa jeunesse. Il lui parlait comme à une fille, avec patience. Il lui apprend à utiliser l'ordinateur, à envoyer des messages à sa mère. Ces moments donnaient du courage à Fatou. Elle a commencé à rêver d'un avenir, peut-être comme médecin ou enseignante. Mais elle savait que l'école serait un défi. Les autres élèves chuchotaient déjà sur elle, et elle entendait des mots comme « villageoise » ou « pauvre ». Chaque soir, Fatou s'asseyait à son bureau, regardant ses livres. Elle se promettait d'étudier dur, pour sa mère, pour Sanogo, pour elle-même. Mais la peur ne la quittait pas. Elle se demandait si elle pouvait s'intégrer, si les autres l'acceptaient un jour. Elle écrivait des lettres à sa mère, racontant ses journées, même si elle n'envoyait rien. Cela l'aiderait à ne pas se sentir seule. Douala était un monde nouveau, plein de promesses, mais aussi de dangers. Fatou savait qu'elle devait être forte pour survivre. L'école est rapidement devenue un cauchemar pour Fatou. Dès les premiers jours, les autres élèves, tous issus de familles riches, la prendre pour cible. Ils se moquaient de son accent, qui trahissait ses origines rurales. Écoutez la villageoise, riait-il quand elle répondait en classe. Ils imitaient sa façon de parler, exagérant chaque mot. Fatou, timide, baissait la tête, espérant devenir invisible. Mais les moqueries ne s'arrêtaient pas. À la pause, ils formaient des groupes autour d'elle, riant bruyamment. Les élèves l'appelaient « l'épouse du grand-père », un surnom cruel qui faisait référence à son soi-disant mariage avec Sanogo. Ils inventaient des histoires, disant qu'elle avait vendu son corps pour de l'argent.
Fatou voulait crier la vérité, dire qu'elle était adoptée, pas mariée, mais Sanogo lui avait demandé de garder le secret pour l'instant. Alors, elle serrait les dents, ravalant ses larmes. Chaque jour, elle rentrait chez elle épuisée, le cœur lourd. Les brimades n'étaient pas seulement verbales. Un jour, une fille renversa du jus sur son uniforme, par accident. Une autre fois, quelqu'un déchira une page de son cahier. Dans les couloirs, sur la poussait, sur la bousculait, comme si elle n'existait pas. Fatou se sentait comme un animal traqué. Elle évitait la cantine, préférant manger seule sous un arbre. Elle avait honte, même si elle n'avait rien fait de mal. Certains professeurs n'aidaient pas. Quelques-uns la regardaient avec pitié, comme si elle n'avait rien à faire dans une école aussi prestigieuse. Une professeure de mathématiques lui dit un jour, « Ne te fatigue pas, ce n'est pas pour toi. » Ces mots, la bénédiction, était plus que les moqueries des élèves. D'autres professeurs étaient gentils, mais distants. Ils ne voyaient pas ce que Fatou endurait, ou ils choisissaient de l'ignorer. Elle se sentait seule, sans alliés. Pourtant, Fatou refusait d'abandonner. Chaque soir, elle rentrait dans sa chambre et pleurait en silence. Puis, elle ouvrait ses livres. Elle étudiait jusqu'à minuit, apprenant chaque leçon par cœur. Elle voulait prouver qu'elle valait mieux que leurs insultes. Sanogo, qui voyait sa tristesse, la réconfortait. « Laisse-les parler. Leur méchanceté montre leur faiblesse, pas la tienne. » Il lui racontait des histoires de gens qui avaient surmonté les obstacles grâce à leur courage. Fatou pensait à sa mère, qui luttait contre la maladie à l'hôpital. Elle savait que sa mère comptait sur elle. Cela lui a donné la force de continuer. Elle commença à répondre en classe, même si sa voix tremblait. Parfois, elle donnait la bonne réponse, et les moqueries s'arrêtaient un instant. Mais dès qu'elle quittait la salle, les rires reprenaient. Elle apprenait à ignorer les regards, à marcher droit, même quand on la poussait. Un jour, une fille plus gentille, Amina, lui parle. « Pourquoi tu ne te défends pas ?» demanda-t-elle. Fatou a répondu simplement, « Parce que je veux être meilleure qu'eux. » Amina hocha la tête, impressionnée. Ce fut le début d'une petite amitié, la première lueur d'espoir à l'école. Mais Fatou savait que le chemin serait long. Elle se regardait dans le miroir chaque matin, se répétant, « Tu es forte. Tu vas y arriver. » Elle voulait transformer sa douleur en victoire, pour elle, pour sa mère, pour tous ceux qui l'avaient jugée. L'école était un champ de bataille, mais Fatou était prête à se battre. Fatou a décidé que les moqueries ne l'arrêteraient pas. Chaque insulte, chaque regard méprisant devenait un carburant pour sa détermination. Elle se leva plus tôt, étudia plus tard, et transforma sa chambre en un sanctuaire d'apprentissage. Ses livres scolaires, empilés sur son bureau, étaient ses armes. Elle lisait, écrivait, mémorisait, refusant de laisser la cruauté des autres définir son avenir. Elle voulait prouver qu'elle n'était pas juste la villageoise ou l'épouse du grand-père. Sanogo voyait son effort et l'encourageait doucement. Il s'asseyait parfois avec elle, posant des questions sur ses cours. « Tu es plus intelligente que tu ne le penses », disait-il. Il lui offre des livres supplémentaires, sur la science, l'histoire, et même des romans. Fatou découvrit un monde dans ses pages, un monde où elle pouvait rêver grand. Sanogo lui parlait aussi de sa mère, qui allaitait mieux grâce aux soins à l'hôpital. Ces nouvelles donnaient du courage à Fatou. À l'école, les défis continuaient. Les élèves ne cessaient pas leurs moqueries, mais Fatou apprenait à les ignorer. Elle levait la main en classe, même si son cœur battait fort. Quand elle donnait une bonne réponse, elle voyait les regards surpris des autres. Une professeure de sciences, Madame Ngo, remarqua son talent. « Tu as un don pour comprendre vite », lui dit-elle un jour. Ces mots, rares et précieux, donnaient à Fatou l'envie de travailler encore plus dur. La première année, Fatou termina parmi les meilleurs de sa classe. Les autres élèves furent choqués. « Comment la villageoise a fait ça ?» murmurait-il. Fatou, elle, ne se vantait pas. Elle continuait, tête baissée, à étudier. La deuxième année,
elle fut première de sa classe. Les moqueries diminuèrent un peu, mais pas complètement. Certains élèves, jaloux, devenaient plus méchants, mais d'autres commençaient à la respecter. Amina, son amie, la félicitait. « Tu es incroyable, Fatou !» La 3e année fut son triomphe. Fatou termina première dans toutes les matières. Lors de la cérémonie de fin d'année, son nom fut applaudi par les professeurs. Quelques élèves, ceux qui l'avaient insulté, baissaient les yeux, gênés. Fatou, sur scène, tenait son diplôme avec fierté. Elle pense à sa mère, à Sanogo, à son village. Elle n'était plus la petite fille effrayée. Elle était devenue une jeune femme forte, prête à affronter le monde. À 19 ans, Fatou passe l'examen d'entrée à l'université de Douala. Elle a choisi la médecine, un rêve qu'elle n'aurait jamais osé imaginer avant. Quand elle reçut la lettre d'admission, elle pleura de joie. Sanogo, vieilli mais toujours présent, la serra dans ses bras. « Je savais que tu pouvais le faire », murmura-t-il. Fatou lui devait tout, mais elle savait aussi que sa réussite venait de son propre travail. Elle avait transformé la douleur en force. À l'université, Fatou continue d'exceller. Elle est devenue un exemple pour ses camarades. Les journaux locaux parlèrent d'elle, la fille du village qui a conquis Douala. Elle fut invitée à des conférences pour raconter son histoire. Timide au début, elle apprend à parler avec assurance. Elle voulait inspirer d'autres jeunes, surtout les filles, à ne pas abandonner. Chaque soir, elle écrivait à sa mère, lui racontant ses progrès. Sa mère, guérie, était sa plus grande fierté. Fatou n'avait plus peur. Elle savait qu'elle pouvait tout accomplir, peu importe les obstacles. Quand Sanogo mourut, Fatou avait 22 ans. La nouvelle la frappa comme un coup de poignard. Il était devenu plus qu'un bienfaiteur, un père, un guide, un ami. Lors des funérailles, dans une grande salle de Douala, Fatou se tenait au premier rang, les yeux pleins de larmes. Des centaines de personnes étaient là, des hommes d'affaires, des politiciens, des gens simples. Tous parlaient de la générosité de Sanogo, de son cœur immense. Mais pour Fatou, il était celui qui avait changé sa vie. Dans son testament, Sanogo lui laissa une partie de sa fortune, de l'argent, une maison et des terres. Fatou fut bouleversée. Elle n'avait jamais rêvé d'être riche, seulement d'être libre. Mais cet héritage lui confère une responsabilité. Elle voulait honorer la mémoire de Sanogo, non pas en vivant dans le luxe, mais en aidant les autres, comme il l'avait fait pour elle. Elle passa des nuits à réfléchir à ce qu'elle ferait de cet argent. À l'université, Fatou était devenue une star. Ses camarades, autrefois lointains, l'admiraient maintenant. Ses professeurs la citaient en exemple. Elle terminait ses études de médecine avec des notes brillantes, et son histoire inspirait tout le monde. Un jour, une chaîne de télévision l'invite à une émission. Assise sous les projecteurs, elle raconta son parcours, la misère, les moqueries, la résilience. Le public était captivé. Beaucoup pleuraient en l'écoutant. Fatou, nerveuse mais sincère, dit « Peu importe d'où vous venez, vous pouvez réussir si vous croyez en vous ». Bientôt, des écoles la contactèrent pour qu'elle parle aux élèves. Fatou accepte avec joie. Elle visitait des lycées, des collèges, même des villages. Elle parlait aux jeunes filles, leur disant de ne pas laisser la pauvreté ou les jugements les arrêter. Elle partageait son histoire sans honte, commentaires racontant elle avait surmonté les insultes et les doutes. Les adolescentes l'écoutaient, les yeux brillants. Certaines lui écrivaient des lettres, disant qu'elle leur avait donné de l'espoir. Fatou est devenue un symbole national. Les journaux l'appelaient « la fille qui a vaincu la misère ». Elle recevait des messages de partout, même de l'étranger. Des organisations lui proposaient des partenariats pour aider les enfants pauvres. Fatou, toujours humble, prenait le temps de répondre à chacun. Elle ne voulait pas être une héroïne, juste une femme qui montrait qu'un autre chemin était possible. Avec l'argent de Sanogo, Fatou commence à planifier des projets. Elle voulait construire quelque chose de grand, quelque chose qui aiderait les filles comme elle.
Elle pensait à son village, à tous ces enfants qui n'avaient pas d'école, pas d'avenir. Elle a contacté des architectes, des ingénieurs, et a commencé à dessiner son rêve, une école gratuite pour les filles pauvres. Ce serait son cadeau au monde, sa façon de dire merci à Sanogo. Fatou n'oubliait pas sa mère, désormais guérie. Elle se parlait tous les jours. Aïssa était fière, mais elle s'inquiétait parfois. « Ne te fatigue pas trop, disait-elle. Fatou riait, « Maman, je suis forte grâce à toi. » Elle savait que sa réussite n'était pas seulement la sienne, mais celle de tous ceux qui avaient cru en elle. Elle se préparait à retourner au village, non pas pour se venger, mais pour construire un avenir meilleur. Elle voulait montrer que l'amour et la générosité pouvaient changer des vies, comme Sanogo l'avait fait pour elle. À 25 ans, Fatou décide de retourner dans son village natal. Elle n'y était pas revenue depuis le jour où elle était partie, arrachée à sa mère pour rejoindre Sanogo. Cette fois, elle revenait en femme accomplie, médecin diplômée, avec une mission claire. Elle voulait offrir aux filles de son village l'opportunité qu'elle avait eue. Avec l'héritage de Sanogo, elle avait les moyens de réaliser ce rêve. Elle monte dans une voiture simple, sans luxe, pour ne pas intimider les villageois. Le trajet vers le village fut émouvant. Les routes poussiéreuses, les champs secs, les cases en terre, tout lui rappelait son enfance. Elle pensait à ses années de misère, au jour où elle vendait des arachides sous le soleil brûlant. Mais elle pensait aussi à sa transformation, à tout ce qu'elle avait surmonté. Elle n'avait plus honte de son passé. Au contraire, elle en était fière. Il avait fait d'elle la femme qu'elle était. Quand elle arrive, le village s'arrête. Les enfants couraient autour de sa voiture, criant son nom. Les adultes, eux, restaient silencieux, comme s'ils voyaient un fantôme. Fatou descendit, vêtue d'une robe simple mais élégante. Elle chercha sa mère du regard. Aïssa, vieillie mais en bonne santé, courut vers elle, les larmes aux yeux. Elles s'enlacèrent longuement, sous les regards émus des villageois. Ce moment était un symbole, Fatou avait tenu sa promesse. Elle réunit les habitants sous le grand arbre du village. Elle parle avec calme, mais avec force. Elle annonce son projet, construire une école gratuite pour les filles. Pas une petite école, mais un grand bâtiment avec des salles modernes, des livres, des ordinateurs. Les villageois l'écoutaient, bouche bée. Certains pleuraient, d'autres baissaient la tête. Parmi eux se trouvent ceux qui l'avaient insulté, appelé, vendu, ou esclave. Aujourd'hui, ils n'osaient pas la regarder. Fatou ne parle pas du passé. Elle ne reproche rien. Elle dit simplement, « Je veux que nos filles aient une chance, comme j'en ai eu une. » Elle explique que l'école serait ouverte à toutes, sans distinction. Elle engagerait des professeurs compétents, offrirait des bourses, et même des repas gratuits. Les mères du village, émues, applaudissent. Les hommes, souvent silencieux, hochèrent la tête, impressionnés. La construction commença rapidement. Fatou supervisait tout, travaillant avec des ingénieurs venus de Douala. En un an, l'école fut prête, un bâtiment blanc avec des fenêtres colorées, entouré d'arbres. Le jour de l'inauguration, des centaines de personnes vinrent, même de villages voisins. Fatou coupa le ruban, entourée de filles excitées, prêtes à apprendre. Elle nomma l'école « Espoir » en hommage à Sanogo et à sa mère. Ceux qui l'avaient rejetée vinrent s'excuser, en larmes. Une femme, qui l'avait traitée de « vendue », lui demanda pardon à genoux. Fatou la relève doucement. Le passé est fini. Construisons l'avenir ensemble, dit-elle. Ces mots touchèrent tout le monde. Fatou n'était pas là pour se venger, mais pour unir. Elle est devenue une héroïne locale, une inspiration pour des générations. L'école change le village. Les filles étudiaient, rêvaient de devenir médecins, avocates, enseignantes. Fatou, elle, continuait son travail de médecin à Douala, mais revenait souvent. Elle savait que son histoire, née dans la douleur, était devenue une lumière pour les autres. Elle avait prouvé que la générosité et le courage pouvaient transformer le monde.
Abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines histoires.